Est-ce que tu te formes en permanence parce que tu aimes apprendre? Ou alors parce qu'au fond, tu te dis que tu n'es pas encore assez prêt, que tu n'es pas encore assez compétent pour te montrer et que pas encore prêt a fini par devenir chez toi une forme d'identité permanente. En fait, pas encore prêt est l'une des phrases les plus intelligentes que le psychisme défensif n'ait jamais pu inventer pour se protéger de la réalité même de devoir passer à l'acte. Et elle est indéfendable de l'extérieur. Qui peut dire à quelqu'un, bah, vas-y, tu es prêt, passe à l'action? Eh bien, personne. Surtout quand la personne est convaincue qu'il faut encore qu'elle apprenne quelque chose, parce que c'est une forme de vérité ou encore de barrière indiscutable de l'intérieur. À l'extérieur, elle peut être discutée, mais à l'intérieur, quand la personne en a fait un pilier de son identité, elle est indiscutable parce que la personne elle-même ne s'autorise pas un débat intérieur. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. C'est que ces personnes utiliseront certainement pour vous dire oui, elles ne sont pas prêtes. Elles vous donneront toutes les raisons pour lesquelles il faudrait encore qu'elles se lancent dans des lectures, dans des formations. Et que la formation, elles vous donneront toutes les explications possibles. C'est la mère des sciences, c'est ce qu'il y a lieu de faire. On apprend tous les jours. Quoi de mieux que d'apprendre une fois de plus, une fois de plus. Et elle est parfaitement respectable socialement parce qu'en société déjà, c'est la chose la plus valorisée qui puisse être. Ça fait partie des choses les plus valorisées au même titre que le travail. À quel moment on pourrait y voir quelque chose d'absurde puisque c'est un moyen d'apprendre davantage, c'est un moyen de s'exposer davantage à la culture générale, à l'apprentissage et à bien d'autres choses qui tournent dans ce secteur-là. La formation est valorisée partout. Or, il y a bien un piège vicieux là-dedans. Et ce piège, on le retrouve très souvent chez ces personnes-là qui ont du mal à sortir de ce cercle-là pour pouvoir entrer dans la réalité et donc passer à l'action. Elles vont très souvent utiliser ce motif pour ne pas passer à l'action. Alors que l'action, c'est l'un des meilleurs maîtres qui puisse être parce qu'il revient un peu à cette école qu'on appelait l'empirisme, qui partait du postulat selon lequel c'est pas la voix de nos sens qui vont faire l'expérience des choses externes et internes qu'on pourra apprendre et se faire une idée qui s'ajuste au jour le jour de la réalité. Et c'est précisément pour cela qu'elle est très efficace. Elle est très efficace comme mécanisme de défense. Je sais que je n'ai pas encore pris la peine de partager avec vous ce que c'est qu'un mécanisme de défense. En fait, c'est un moyen inconscient que votre appareil psychologique utilise pour se protéger d'une réalité qu'il perçoit comme étant problématique, comme étant capable de remettre en question l'image qu'il a de lui, la représentation qu'il a de lui, en tout cas la façon dont il se pense, il se voit, et qui, si jamais c'était entaché, ça le mettrait mal à l'aise. Et comment reconnaître donc que pas encore prêt est devenu une identité chez quelqu'un? En fait, la barre se déplace toujours. Parce que c'est ce qu'il faut savoir. La barre, elle se déplace toujours. Vous allez voir que la personne termine une formation. Et au lieu de tenir prêt ou encore au lieu de se sentir prêt, cette personne-là va identifier immédiatement la prochaine compétence qui lui manque et va tout faire pour se mettre dans une situation où elle sera plus accrochée à cette formation-là, à cette nouvelle compétence-là, qu'au fait de devoir mettre en application ce qu'elle avait déjà acquis sur le plan des autres formations. Et la barre de suffisamment compétent, par exemple, cette barre, si elle se déplace au fur et à mesure
que la personne avance. Elle réajuste au quotidien cette barre de compétences. Elle trouve qu'il faut encore aller au-delà, qu'il faut encore améliorer son statut de compétence. Et c'est le signe que cette barre n'est absolument pas réelle. Elle est construite pour ne jamais être atteinte. Parce que l'atteinte signifierait devoir agir. Et devoir agir pour la personne est chargé de représentations particulièrement menaçantes pour elle. Une estime de soi peut être dévalorisée, un sentiment de ne pas être à la hauteur, une crainte de devoir se retrouver dans ces situations de vulnérabilité. Une autre base à partir de laquelle on peut reconnaître ça, c'est le fait que la personne se compare toujours à plus avancé qu'elle. Elle ne sait pas s'auto-évaluer elle-même et chercher à s'ajuster par rapport à une ancienne compétence qu'elle aurait expérimentée, ou encore mieux, qu'elle aurait expérienciée. Ce qui fait que la personne regarde toujours des experts avec des dizaines d'années d'expérience. Et au fur et à mesure, elle va faire quoi? Elle va se comparer à ces personnes-là pour se dire qu'elle n'est pas encore au niveau. Et c'est un moyen de se convaincre, puisque à surévaluer, à idéaliser l'autre, on finit littéralement par s'effacer. Et vous allez voir que ces personnes-là ne se comparent jamais à ceux qui ont commencé hier, c'est-à-dire avant qu'elles, ou encore j'aurais préféré dire après elles. Elles ne se compareront jamais à ces personnes-là. Et donc, ils sont des personnes souvent qui produisent quelque chose malgré leur imperfection. La comparaison est donc choisie de façon à toujours se disqualifier. Un peu comme un syndrome de l'imposteur qui a atteint le paroxysme au point d'en devenir pathologique. Et une autre chose ou une autre base, c'est le fait que la personne ne se reconnaît jamais comme réellement compétente. Même avec de nombreuses formations qu'elle a faites et des expériences qu'elle aurait acquises, la personne minimise systématiquement ce que ou ce qu'elle sait. Elle trouve que c'est pas encore au top niveau, que c'est pas encore ça du tout. Et les personnes autour de ces personnes-là reconnaissent exactement des compétences que cette personne elle-même refuse d'admettre, refuse de reconnaître. Il y a donc comme une forme de dissociation entre la compétence réelle de la personne et la compétence perçue. Elle surfe un peu entre spéculation sur soi et réalité sur soi. Et comme je l'ai souvent dit, la valeur perçue de soi et la valeur réelle de soi, il y a souvent une distance phénoménale entre les deux. Et il est souvent très bien d'être le plus en rapport avec la valeur perçue de soi. Elle est plus importante. Et il y a donc, comme je vous ai dit, une forme de dissociation entre ces deux perceptions-là, ces deux réalités. Et cette dissociation sert très souvent de but défensif. Moins elle est capable de percevoir cette part d'elle qui est demandée à être manifestée, plus elle est à l'aise. Et la dernière chose que je peux ajouter à ce propos, comme moyen d'identifier ces personnes qui en souffrent, c'est le fait que la formation leur procure très souvent un soulagement immédiat. À chaque formation, il y a de l'enthousiasme à y participer. Pendant la formation, il y a de l'enthousiasme, mais à la fin de la formation, il y a de l'angoisse, de l'anxiété et un malaise, sans oublier un mal-être qui s'exprime. Et c'est là que tout se joue. Donc, s'inscrire à une nouvelle formation pour elles, ça leur produit ou procure un sentiment de bonheur, un sentiment d'aise, un sentiment de maintenant je m'en occupe et un apaisement de l'anxiété sur le coup. Et c'est le signe exact que la formation remplit une fonction non pas
de recherche de connaissances, mais beaucoup plus de régulation émotionnelle. Pas seulement une fonction d'apprentissage, mais de régulation émotionnelle. Du coup, on est en droit de se demander de savoir d'où vient même cette identité de pas encore prêt. Ça part de quoi? Où est-ce que ça puise son origine? Et cette identité se construit presque toujours à partir des messages reçus durant l'enfance, à partir des messages reçus très tôt dans la vie de l'individu. Et parmi les messages en question, on peut identifier les messages parfois dits messages explicites, un peu comme tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore assez grand pour ça, tu n'es pas encore assez compétent pour faire telle chose, tu te dois encore de bien apprendre pour pouvoir faire telle chose, tu te dois encore de bien apprendre pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit par rapport à telle réalité. Et ces phrases répétées par des figures la plupart du temps de construction d'identité de l'enfant. Ces phrases qui sont souvent prononcées par les figures d'attachement de l'enfant, les figures d'autorité de la personne, finissent par être intériorisées comme étant une forme de vérité, une forme de dogme. Et c'est pas comme si quand la personne intériorise cela, elle en a conscience. Non, bien sûr que non. Bien au contraire, elle n'en a absolument pas conscience. Et c'est même parce qu'elle n'en a pas conscience que cela va majoritairement piloter ses comportements dans ce sens de je ne suis pas encore prêt. Il faut encore que j'acquière davantage de compétences. Celle que j'ai acquise n'est pas suffisante. Et ainsi de suite. La deuxième chose ou encore l'un des autres messages possibles, c'est le message dit message implicite. Un peu comme quand on parle direct, indirect. Mais là, on fait référence à l'implicite. En d'autres termes, à l'indirect. Et un environnement où l'erreur était fortement punie. Un environnement où l'erreur était particulièrement sanctionnée. Et parfois même sanctionnée avec des mesures. Ou encore même un environnement où l'imperfection était vue avec hostilité, avec horrification, avec dégoût. L'imperfection était horrifiée. Ou encore même où la comparaison défavorable était constante, où on passait le temps à hiérarchiser les compétences. En fait, dans ce genre d'environnement, l'enfant apprend que se montrer avant d'être parfait est dangereux. Et il le garde comme une trace d'identité. Ne venez donc pas lui dire d'arrêter de faire ça, d'arrêter de se comparer. Non, parce que c'est comme si vous vous opposiez à une structure identitaire chez cette personne-là. Ce n'est pas dit que cela n'est pas irréversible, non. C'est que vous, en tant que personne lambda, vous allez vous prendre tel que vous pensez que ce sera la méthode la plus adaptée. Or, il y a tout un travail qui peut être fait pour pouvoir inverser la tendance marquée par le désir de toujours se comparer, marquée par le désir de devoir encore se former pour être meilleur. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un autre message qui, lui, il est beaucoup plus ce qu'on appelle des expériences de disqualification. Et là, on parle de ce qu'a vécu concrètement dans son rapport à la réalité, dans son rapport à autrui, son rapport aux autres, ce qu'a vécu le sujet lui-même et qui a donc dû impliquer sa perception, ses émotions, ses affects, en tout cas son être d'une certaine manière. Et un moment où l'enfant s'est montré, ou encore même où l'enfant a dû être humilié en se montrant, critiqué ou même encore ignoré. Ça, c'est une expérience de disqualification qui a certainement marqué une profondeur chez celui-ci.
Et cet événement a fonctionné comme une forme de preuve que se montrer sans être suffisamment prêt conduit nécessairement à la honte. Et ça, la personne ne veut plus revivre ça. Elle ne souhaite plus faire face à cette laideur qu'elle a dû faire face par le passé. Ça devient comme une empreinte identitaire. Et depuis, le psychisme, lui, il cherche à faire quoi? Depuis, lui, il cherche à garantir que cela ne se reproduira bien sûr plus jamais, au point de refouler même l'événement ou le souvenir de l'événement. La personne, chaque fois qu'elle sera dans un contexte, sera marquée par des états végétatifs, des états particuliers, mais elle ne pourra pas vous dire concrètement pourquoi elle est dans cet état-là. C'est là qu'on dirait qu'il y a eu refoulement de l'événement qui a marqué cette personne par le passé. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Il faudrait bien qu'on essaie de voir, est-ce que c'est possible de renverser une telle chose? Eh bien, oui. Parce que la guérison ici, elle ressemble à quelque chose. Et on va essayer de voir ce que la guérison présente, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et pour le coup, guérir de cette identité ne signifie pas arrêter de se former, non. Cela signifie dissocier la formation de la valeur personnelle, séparer la formation en tant que réalité différente de celui qui fait la formation. Parce que dans la forme qui crée la souffrance, la personne se confond avec la formation. Elle ne dissocie pas les deux. Il faudrait donc qu'elle puisse faire ce travail de séparation des corps. Entre la formation et moi, il existe un fossé. Et pour le coup, il faudrait compléter que se former parce qu'on aime ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Se former parce que c'est utile, parce que ça enrichit. C'est ça qui est sain. C'est ça qui est recommandé. Se former pour mériter le droit d'exister professionnellement ou socialement, c'est ça qu'on appelle un symptôme. Et c'est comme ce que Freud disait, c'est la manifestation d'un désir refoulé. Le désir, c'est ce qui manque. Le désir, c'est ce qui est teinté du manque. Et une fois qu'il est teinté du manque, il prend la forme du symptôme. Et ce symptôme sera tout ce que vous utiliserez pour tenter de combler ce manque. Et si je devais ajouter quelque chose, je dirais que la guérison passe par une expérimentation progressive et surtout délibérée. Et elle vise quelque part à agir avant de se sentir prêt. C'est dans les actions posées que vous aurez la mesure des choses, que vous aurez l'appréciation des choses et que vous pourrez ajuster vos perspectives, vos comportements et bien d'autres. Non pas de façon irresponsable, non, mais beaucoup plus de façon intentionnelle, consciente, dans laquelle vous vous sentez autonome et surtout en pleine maîtrise de la situation. Du coup, montrer un travail imparfait n'est pas le problème, mais c'est la voie à suivre. Proposer une idée incomplète, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Partager une compétence en cours de développement, c'est la meilleure chose à faire. Et ensuite, une fois que vous les avez faits, observez que le monde ne s'effondre absolument pas. Que la honte anticipée était plus grande que la réalité elle-même. Qu'elle était plus grande que la honte réelle elle-même. Et que l'action imparfaite enseigne
indéfiniment plus que la préparation parfaite. La vraie compétence ne se construit pas dans la formation, elle se construit dans la confrontation séparée avec la réalité. La formation donne donc des outils et la réalité apprend à les utiliser. Il n'y a donc aucun substitut à cela. Abonne-toi, like et commente et surtout n'oublie pas de partager pour que les autres puissent tomber sur ce contenu. Ciao.